Salut internet. Avant de démarrer, petit disclaimer. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Tous les éléments que je complimente, c'est parce que je les aime vraiment. Ah oui, et forcément, j'ai pas pu citer l'intégralité de tout ce qui touche au monde du jeu vidéo, sinon ce serait une vidéo très longue, mais t'inquiète pas, il y a déjà de quoi faire. Et puis check la description, j'ai mis les timecodes des différentes parties, comme ça tu peux regarder cette vidéo en plusieurs fois. Non, le premier jeu vidéo de l'histoire n'est pas Pong et ne date donc pas de 1972. Cette vidéo commence quelques décennies plus tôt. 1947. Thomas Goldsmith Jr., un physicien passionné de radar, s'inspire de leur fonctionnement avec un collègue pour inventer ceci. Bon, en vrai, il n'y a aucune photo parce qu'ils ont juste fait un prototype, donc faudra se contenter du brevet. Le jeu est plutôt simple, une simulation d'artillerie contre des cibles dessinées sur un film plastique posé sur l'écran d'un oscilloscope. Mine de rien, ce truc est souvent considéré comme le plus ancien jeu électronique connu, et son nom déchire le Cathode Ray Tube Amusement Device. Ok, j'avoue, ça déchire pas des masses. Et puis, l'industrie du jeu vidéo ne se lance pas dans la foulée parce que pendant les 20 années qui suivent, seuls quelques universitaires ont accès à du matos suffisamment performant pour programmer de nouveaux jeux. Enfin, sauf si tu t'appelles Alan Turing. Monsieur, je craque le code de la machine Enigma, tranquille. Dis-toi, en 1948, ce génie écrit à la main un programme de jeu d'échecs alors qu'il a même pas d'ordi chez lui. Ça s'appelait TuroChamp et il aura fallu attendre 2012 qu'il soit programmé le temps d'une partie contre Garry Kasparov, une star des échecs, pour savoir si sa théorie était bien fonctionnelle. Verdict, bah elle l'était. 1950, le premier jeu sur ordinateur est développé et s'appelle Bertie the Brain. C'est carrément une machine de 4 mètres de haut qui pèse 1 tonne et qui est spécialement conçue pour jouer au meilleur jeu de tous les temps, le Morpion. Ah bah on est en 1950 en même temps, Angry Birds c'est pas pour tout de suite. 8 ans plus tard, le jeu Tennis for Two est créé. C'est le même principe que Pong, 2 joueurs, 1 balle et bon courage. Pour l'anecdote, c'est le premier jeu informatique qui voit s'affronter 2 humains, la naissance du multijoueur. Le premier jeu de stratégie et de gestion s'appelait Hammurabi et date de 1968. Tu incarnes un roi babylonien qui doit gérer son pays et ses ressources, mais t'emballe pas, on n'est pas dans Age of Empires, il y a que du texte. Sinon, l'ancêtre des bornes d'arcade date de 1965. Elle est fabriquée par Sega et Namco et s'appelle Periscope. Quant au potentiel des consoles de salon, c'est l'ingénieur Ralph Baer qui va avoir l'idée de génie. Une boîte, une télé, un câble entre les deux, et boum! Plus besoin d'un ordinateur de 3 mètres de haut. Dès 1968, Ralph termine son premier prototype fonctionnel, la Brown Box, qu'on peut considérer comme étant la toute première console de jeux vidéo. Et au fait, stylé le premier let's play de l'histoire. En tout cas, ça y est, l'industrie du jeu vidéo peut enfin prendre son envol. Et pour la peine, voilà mon bébé. Le beau, le grand, Ouais, bon, désolé, c'est un petit peu long à charger. Ah, voilà. Je te présente mon mur des jeux vidéo. Il est un petit peu vide comme ça, mais ça va se remplir, tu vas voir. Maniavox, une boîte spécialisée dans le matériel électronique, flaire direct le bon coup et embauche Ralph pour développer son projet. En 72, la Brown Box change de nom et de design pour devenir la Maniavox Odyssey. Toute première console de jeu commercialisée. C'est la première génération. En plus du jeu de ping-pong, la Maniavox contient 11 autres jeux comme un jeu de labyrinthe, de roulette, de tennis et même de foot américain. En 3 ans, c'est quand même 350 000 exemplaires qui sont vendus à travers le monde. Mais attends là, on va trop vite avec les consoles de salon, parce que les débuts du jeu vidéo, ça concerne surtout les bornes d'arcade et leur ancêtre Space War, où tu incarnes un petit vaisseau au centre de l'écran qui doit tirer sur les astéroïdes qui lui foncent dessus. L'idée est cool, sauf que ce jeu tourne sur le PDP-1, à savoir un ordi bien trop cher pour une personne lambda. 9 ans plus tard, Nolan Bushnell et Ted Dabney s'inspirent directement de Space War pour programmer Computer Space, la toute première borne d'arcade à être commercialisée dans les bars et les parcs d'attractions. En 1972, ils en ont vendu 1500 et ils créent alors Atari, qui très rapidement sortira Pong, le jeu qui va faire basculer l'arcade dans une autre dimension.
Pong le Messie est arrivé sur Terre, l'ère du jeu vidéo peut enfin démarrer. Et l'e-sport avec. Je veux dire, de nos jours, on a le French Monster qui défonce tout sur son passage, et ben déjà en 1972, dans l'université de Stanford, il y avait des mecs qui se sont fightés sur Space War pendant un petit championnat. La compète était simple, un ordi sur lequel les meilleurs joueurs de l'université s'affrontaient. En 73, deux sociétés japonaises bien connues se convertissent dans les bornes d'arcade. Taito déjà, et surtout Konami, aka la maison de Yugi et Kaiba, toi-même tu sais. Ok, retour aux consoles de salon. En quelques années seulement, des tas de clones de la Magnavox Odyssey apparaissent. La Pingotronic, la Telespiel, la TVG 8610, la Corting Telemultiplay 6000, ou encore la plus connue, la Coleco de Telstar. C'est le clone qui a eu le plus de succès à l'époque, 1 million d'exemplaires vendus. C'est juste la première console à atteindre ce chiffre d'ailleurs. Entre 74 et 82, plus de 1430 consoles clones sont sorties, dont 744 rien qu'en 1977. Tu sais quoi? Attends, je vais te montrer une infime partie de ce chiffre. Heureusement, au milieu de tous ces plagiats de Pong, il y a quand même quelques étincelles d'originalité. Genre Maze War, qui est en gros le précurseur des FPS. D'accord, question immersion, on est loin d'un Modern Warfare, mais il faut bien un premier. Sur arcade, Grand Track est le premier jeu de course automobile, et Death Race est le premier jeu à être interdit. Ils n'ont eu le temps d'en vendre que 500 à cause de polémiques sur la violence du jeu. Tout ça parce qu'il fallait écraser des espèces de gremlins chelous pour gagner. Fallait pas leur montrer GTA à ces mecs, hein. Que GTA n'existait pas, donc cette blague ne fonctionne pas. Ok. En 1976, débute la deuxième génération de consoles. C'est la deuxième génération. Elle commence avec la Channel F, la toute première console utilisant des cartouches interchangeables. Et forcément, qui dit innovation, dit plage, dit inspiration. Inspiration. Il y en a plein de nouvelles qui se retrouvent sur le marché. Il y a par exemple la TVG 070C, la Studio 3 ou encore la Vidéo Cassetti Rock qui sortent dans la foulée. Mais c'est surtout l'Atari 2600 qui va le plus marquer sa génération. Même si je sais, en 77 elle s'appelait pas Atari 2600 mais VCS et c'est que à partir de 82 qu'on l'a rebaptisé Atari 2600 mais bref. C'est surtout grâce à elle que d'énormes franchises comme Space Invaders ou Pac-Man arrivent dans les salons des gens ou dans les cuisines. Hein. Je juge pas où tu décides de mettre ta télé pour jouer. Je veux dire, juste le salon, c'est l'endroit le plus commun, c'est pour ça que j'ai dit dans les... En 77, Nintendo débarque enfin sur le marché, ils sortent la Color TV Game 6 puis la TV Game 15, qui feront toutes les deux un énorme carton. 1978. Pour beaucoup, c'est le début de l'âge d'or des jeux d'arcade. Pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer la claque que Space Invaders a mis à tout le monde? C'est à cette période que plein de boîtes d'édition fleurissent, dont certaines que tu connais bien, genre Enix, Electronic Arts, Capcom, Square, Activision ou encore Psygnosis. Ok, le dernier il nous parle un petit peu moins, mais je t'assure qu'il est à la base de jeux très connus, comme Shadow of the Beast ou encore Lemmings. Pour le jeu d'arcade, les années 80 démarrent sur les chapeaux de roue, avec l'arrivée de Battlezone, de Scramble, mais surtout de l'homme du Pacifique. Ouais, encore une fois, j'ai voulu faire une petite blague sur Pac-Man, sauf que PAC, PAC en anglais, ben j'ai rien trouvé, enfin il n'y a pas de traduction, tu vois, juste PAC, à part peut-être l'abréviation de Pacifique, tu vois, PAC, PAC, du coup, l'homme du Pacifique. Ça ne fonctionne pas, j'aurais essayé, c'est pas grave. En vrai, Pac-Man, il est aussi cultissime, parce que pour la première fois de l'histoire des jeux vidéo, il y a enfin un personnage, enfin en l'occurrence plusieurs si on prend en compte les fantômes, qui sont clairement identifiables. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Atari organise les National Space Invaders Championship, le plus ambitieux tournoi d'e-sport du moment avec plus de 10 000 participants. C'est du jamais vu pour des jeux vidéo. La même année, Ken et Roberta Williams, un couple de programmeurs mais mythiques, font une entrée remarquée dans le monde vidéoludique avec Mystery House, un jeu d'aventure en 2D. C'est une révolution. D'ailleurs, petite anecdote, derrière le couple va fonder une boîte que j'adore et qui s'appelle Sierra. Elle existe plus maintenant, mais elle a édité plein de jeux mais trop cool. Et notamment mon jeu préféré de tous les temps, Zeus, le maître de l'Olympe. Autre personnalité incontournable, Gunpei Yokoi, un employé génial de chez Nintendo. Lui, il a pas le time pour inventer un genre de jeu vidéo précis. Non, lui, en 1980, il invente carrément le concept de console portable, avec la toute première Game & Watch. À part ça, la fin de la deuxième génération est remplie de consoles qui ont toutes le mot vision dans leur nom. Comme ça, je sais pas trop pourquoi.
En 81, Gunpei Yokoi travaille avec un autre employé de Nintendo, Shigeru Miyamoto, sur un projet très spécial. Quelques mois plus tard, la borne d'arcade Donkey Kong arrive sur le marché. Et avec Donkey Kong arrive aussi le très célèbre Jumpman. Enfin, à l'époque, il est pas super célèbre, et puis Jumpman, ça pue un peu comme nom, autant le renommer en Mario. Et la suite, tu la connais. Ah ouais, et avant de passer à la 5ème partie, j'oubliais, mais bien sûr qu'en France aussi, le jeu vidéo fait son trou. La preuve, le premier magazine français entièrement consacré à cet art débarque en 1982. Il s'appelle Tilt, et chaque année il décerne ses Tilt d'or, des sortes de César des jeux vidéo. En 1983, le jeu vidéo est victime de son succès. Tout le monde veut sa part du gâteau, le marché est complètement inondé, et pas qu'avec de la qualité. Je veux dire, regarde E.T. l'extraterrestre. Il a été produit à 4 millions d'exemplaires, mais seulement 1,5 million seront vendus. Du coup, les entrepôts d'Atari se retrouvent avec des tonnes de cartouches invendues sur les bras, qui décident d'enterrer en douce dans une décharge au Nouveau-Mexique. Ce n'est que 31 ans plus tard, en 2014, que des centaines de copies d'E.T. et d'autres jeux Atari sont finalement déterrés. Chose assez ouf d'ailleurs, certains de ces jeux déterrés ont été ensuite revendus sur eBay, dont par exemple une cartouche d'E.T. l'extraterrestre qui est partie pour la coquette somme de 1537 $. Qui dit crack aux États-Unis dit suprématie japonaise et 3e génération. C'est la 3e génération. En juillet 83, Sega et Nintendo sortent leurs consoles pile poil le même jour, respectivement la SG-1000 et la Famicom. Enfin, Famicom, ça c'est le nom japonais. Chez nous, c'est la Nintendo Entertainment System, la NES quoi. La NES, t'en as déjà entendu parler. Et la SG-1000, est-ce que t'en as déjà entendu parler? Tu comprends donc laquelle a défoncé l'autre. Non mais en même temps, quand tu sors un truc genre Super Mario Bros, bah tu laisses pas beaucoup de chance aux autres. Du coup, je passe rapidement sur les autres consoles de cette génération, hésite pas à faire pause si tu veux. Le jeu de l'année 1984, tu y as forcément déjà joué au moins une fois dans ta vie, Tetris. Le premier jeu soviétique à sortir des frontières du bloc communiste. 200 millions d'exemplaires vendus. Tetris, c'est plus qu'un jeu, c'est un phénomène pensé et développé par un seul mec, Alexei Pajitnov. En même pas 2 ans, 7 franchises importantes vont débarquer sur la NES. En même temps, c'est la console du moment. On commence avec les premiers pas de Link, qui doit parcourir le merveilleux monde d'Hyrule pour sauver la princesse Zelda. The Legend of Zelda connaît tout de suite un énorme succès, et on connaît la suite. On enchaîne direct avec Metroid, qui introduit au grand public Samus, la chasseuse de primes la plus connue des jeux vidéo. Puis c'est au tour de Castlevania, un premier d'une des séries les plus importantes de l'histoire. Simon Belmont, le chasseur de vampires qu'on incarne, sera à l'origine d'au moins 35 jeux au moment où je sors cette vidéo. En plus, pour la première fois, le comte Dracula est modélisé dans un jeu, et ça c'est la classe. Ensuite on a droit à Metal Gear, qui lance la série portée par le grand Solid Snake. Avec ce jeu, Hideo Kojima, un des développeurs les plus réputés dans l'industrie, invente carrément le concept de jeu d'infiltration. Un an plus tôt, Enix avait tapé très fort avec Dragon Quest, le tout premier RPG jouable sur console. Du coup, un an plus tard, son grand rival Square contre-attaque avec le premier Final Fantasy. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter la 3e plus grosse franchise de l'histoire, inaugurée par le génial Hironobu Sakaguchi? Et enfin, on termine cette avalanche sur NES avec le premier Mega Man, un jeu d'action et de plateforme, on se le dit, bien difficile, qui met donc en scène Mega Man, une espèce d'aspirateur humanoïde bleu qui lance des boules électriques depuis son bras pistolet. Sur ordi, j'ai sélectionné 2 jeux vraiment iconiques de l'époque. Le premier SimCity déjà, qui introduit le concept de gestion d'une ville, et surtout l'excellentissime Prince of Persia, d'autant plus impressionnant qu'il a été entièrement développé par un seul mec, Jordan Mechner. Voilà, niveau console et ordi, c'est l'effervescence. Par contre, niveau arcade, ça s'enfonce un petit peu. De toute cette période, je retiens juste Bubble Bobble, et encore, surtout pour sa suite, Puzzle Bobble, qui a initié un concept de gameplay encore d'actualité en 2018. Pendant ce temps-là, en Bretagne, les frères Guillemot fondent Ubisoft. Et la même année, ils sortent leur premier jeu intitulé Zombie. DMA Design voit aussi le jour cette année-là, c'est un petit studio de développement qui te dit sûrement rien, et qui est pourtant à l'origine d'une des plus grandes franchises de l'histoire des jeux vidéo. Et tu te souviens Psygnosis, la boîte dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui avait notamment édité Lemmings? Et ben c'est justement DMA Design qui avait développé Lemmings. Tu vois, tout est lié dans le monde du jeu vidéo.
1987, c'est le début de la 4ème génération. C'est la 4ème génération. La première console 16 bits de l'histoire n'est pas trop connue en Europe parce qu'elle a surtout cartonné au Japon. Elle s'appelle la PC Engine. Rapidement après, Sega sort la Mega Drive et Nintendo présente la Super NES dans la foulée. Sans oublier le lot de consoles qui les ont accompagnés et qui ont beaucoup moins marché. Mais surtout, 10 ans après la Game & Watch, une vague de consoles portables ultra performantes arrive sur le marché. En l'espace de 2 ans, on a droit à Game Boy, Lynx, Game Gear et Turbo Express. Et c'est vrai, encore une fois, il y en a une qui va se démarquer des autres. Et pour finir cette partie avec une anecdote bien cool, c'est en 1989 que Micromania ouvre son premier magasin à Paris. Et bim, mine de rien, on est déjà dans les années 90. Parlons un petit peu de Sega. En même pas 4 ans, ils sortent plein de nouveautés. Le Mega CD, la Mega Drive 2, la Pico, c'est une console pour les plus petits, la Nomad, ou encore la Mega Jet, qui était une sorte de Mega Drive portable qu'on branchait sur un écran dans les premières et les business class de la Japan Airlines. Et on va pas se mentir, la majorité de ces produits ont fait un flop. Heureusement, Sega se rattrape avec l'arrivée de Sonic en 1991. Il fallait absolument se trouver une mascotte pour concurrencer Mario, et pour le coup, ils ont plutôt bien géré le truc. Parlons un peu de la création d'entreprises. Et oui, j'ai mis un pull parce que j'ai froid. Eidos Interactive voit le jour en 1990. Ils sont à l'origine de Tomb Raider ou encore de Hitman. Un an plus tard, c'est Silicon and Synapse qui est créé, qui sera racheté ensuite et renommé Blizzard Entertainment. La même année, on a aussi id Software, fondé par John Carmack et John Romero, deux codeurs de génie qui vont révolutionner le genre des FPS sur ordinateur. Je veux dire, Wolfenstein 3D, Doom, ou même Quake, c'est que du lourd. En 1993, c'est Sony qui rachète le studio de développement Psygnosis. Le fameux, hein, tu commences à le connaître. Mais s'il ne faut retenir qu'une seule société, c'est certainement Take-Two Interactive, un des plus gros éditeurs du marché actuel. Aujourd'hui, Take-Two possède des dizaines de studios de développement et des franchises mythiques. Civilization, Duke Nukem, Max Payne, Manhunt, BioShock, GTA. Dans les années 90, de véritables mastodontes débarquent sur arcade, genre Street Fighter 2, qui va booster la popularité des jeux de combat comme jamais avec ses personnages légendaires. Et derrière, on découvre aussi du Mortal Kombat, du Virtua Fighter et surtout du Tekken. Bref, début des années 90, ça bourrine à mort dans les salles d'arcade. Par contre, chez les joueurs de PC, c'est une toute autre ambiance. Alone in the Dark est considéré comme le premier survival horror. Dune 2, la bataille d'Arrakis, est tout aussi précurseur, puisqu'il est le premier jeu de stratégie en temps réel. Et bien entendu, je suis obligé de parler de Myst, un point and click en vision subjective, dans une ambiance onirique, servie par des graphismes de toute beauté. Même si, j'avoue, j'y ai joué quand j'étais gosse, et j'en garde pas un super souvenir, parce que, je comprenais absolument rien au jeu, j'étais complètement paumé. Ah ouais, et puisqu'on parle de cette période, n'oublions surtout pas Warcraft, un jeu de stratégie en temps réel qui révèle le talent de Blizzard aux yeux du grand public. Qui dit années 90 dit super film au ciné. En 1993, on découvre justement Super Mario Bros, le tout premier long métrage live basé sur l'univers d'un jeu vidéo. Et il était pas si ouf que ça en vrai. Et puis depuis, niveau film sur des jeux vidéo, on a eu du bon, mais surtout, malheureusement, du beaucoup moins bon. Niveau console portable, c'est pas Mario, mais bien Kirby la vedette. La petite boule rose fait sa première apparition sur nos écrans dans Kirby's Dream Land, un jeu de plateforme tout mignon. Une autre mascotte de Nintendo voit le jour au même moment sur Super NES, le célèbre Fox McCloud, un renard pilote qui enchaîne les courses spatiales en 3D. D'ailleurs, Star Fox est une des meilleures ventes de la console, bien meilleure en tout cas que FIFA International Soccer, le tout premier opus de la franchise qui fait un petit bid pour ses débuts. De toute façon, la Super NES s'est déjà dépassée, place à la 5ème génération. C'est la 5ème génération. Au début, 3 consoles se battent en duel. Enfin, en truel, en triel. Il y a 3 consoles qui se disputent le marché au début. La Jaguar, la 3DO Interactive Multiplayer et l'Amiga CD32. Et même si la Jaguar a le mérite d'accueillir le tout premier Rayman, ces 3 consoles sont encore bien trop chères pour vraiment convaincre. Il faut attendre quelques années pour que la 5ème génération décolle vraiment, avec la Saturn et surtout la PlayStation, grâce à laquelle Sony fait une entrée triomphale sur le marché des consoles. Tout le contraire d'Apple, qui tente en 95 de se faire une place avec sa toute première console, la Pippin, et c'est un échec. De toute façon, 95, j'ai l'impression que c'était l'année des bits pour les consoles. Nintendo a tenté le coup en proposant la Virtual Boy, qui se voulait être le tout premier casque de réalité virtuelle, sauf que les jeux sont pas top, les graphismes dégueulasses, et le tout donne la migraine. On a vu mieux comme argument de vente. Et heureusement, il se rattrape avec la Nintendo 64, qui se
vend quand même pas mal, grâce notamment à ses 3 jeux phares, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time et GoldenEye 007. Côté PlayStation, c'est difficile de ne citer que quelques jeux, tellement il y en a de ouf. Gran Turismo par exemple, c'est le premier jeu d'une série devenue mythique, et qui sera le plus grand succès de la console, avec près de 11 millions d'exemplaires écoulés. Ou même Resident Evil, probablement la saga de survival horror la plus connue des jeux vidéo, réalisée par le brillant Shinji Mikami, que je suis obligé de mettre dans le mur aux côtés des autres grands noms du jeu vidéo. Comment ne pas mettre le gars à l'origine des Dino Crisis, des Devil May Cry, ou encore des Beautiful Joe. En 98 et 99, 3 consoles portables font leur apparition. La Neo Geo Pocket, la Pocket Station et la Game Boy Color. Bon bah le constat est simple, qui se souvient encore de la Pocket Station? En même temps, faut dire que la Game Boy Color est portée par l'incroyable succès de Pokémon. Pikachu, Salamèche et Carapuce s'invitent sur nos écrans. Qu'est-ce que j'ai pu en passer des heures à errer dans les hautes herbes. D'ailleurs, pour l'anecdote, vers 10-11 ans, toute mon équipe était au niveau 100 quand j'ai prêté le jeu à un autre enfant dans un avion. À l'arrivée, j'ai récupéré ma cartouche avec une nouvelle partie et une équipe composée de Carapuce et de Ratata. J'avoue, j'ai pleuré. En 1995, l'E3 organise sa première édition, suivie un an plus tard par le Tokyo Game Show, et ce sont encore aujourd'hui parmi les plus importants rendez-vous annuels pour tout gamer qui se respecte. En France, en 97, Sébastien Pissavi a l'idée de créer le premier site internet consacré aux jeux vidéo, jeuxvideo.com. Tiens, faisons un petit tour dans la partie entreprise de notre mur, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Déjà, DMA Design se fait racheter par Take-Two Interactive, qui comme ça possède les droits de GTA, c'est plutôt intelligent comme investissement. Sinon, en 96, on peut noter la création de la Valve Corporation, qui lance 2 ans après leur création Half-Life, un FPS où l'on incarne Gordon Freeman, un scientifique qui se bat entre autres contre des extraterrestres plutôt flippants. De manière générale, la fin des années 90, le début des années 2000, c'est une sorte d'âge d'or pour les FPS sur ordi. Prends juste le cas de Counter-Strike, qui permet aux cybercafés du monde entier de s'en mettre plein les fouilles, et à une génération d'ados prépubères de se prendre pour un soldat d'élite dans leur chambre. Mais bon, réduire les jeux PC de l'époque au seul FPS, ce serait une erreur grossière. En 97 puis 98, Blizzard remet le couvert, coup sur coup, avec Diablo, un RPG révolutionnaire, et surtout StarCraft, qui a longtemps été l'un des jeux de stratégie en temps réel les plus joués dans les compétitions d'e-sport, et que j'ai allègrement torché un maximum personnellement. Hashtag Team Protoss. Les salles d'arcade, elles, sont plutôt délaissées. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui sont développés spécifiquement pour ce support. En 96, on note tout de même 3 jeux plutôt cool. Le premier des Metal Slug, un jeu bien jouissif grâce à son rythme effréné, et 2 jeux de tir, Time Crisis et House of the Dead. À part ces 3-là, faut être honnête, hein, les seuls jeux d'arcade à succès sont ceux qui utilisent un concept qu'on peut pas délocaliser dans son salon pour l'instant. Par exemple Drum Mania pour devenir un roi de la batterie, ou encore Dance Dance Revolution pour devenir un roi du dance floor. Le début des années 2000 est surtout marqué par le développement du jeu en ligne, sauf en Guyane. Dans mon bled paumé, on a finalement eu la DSL il y a 3 ans, c'est-à-dire 15 ans après tout le monde, hein, et donc la fibre, c'est même pas en rêve. Donc à part O-Game, moi à l'époque les jeux en ligne, j'ai pas trop connu. C'est la 6ème génération. Le top départ de la 6ème génération des consoles de salon est donné dès 1999 par la Dreamcast, la toute dernière console de Sega. Le problème c'est son prix, elle fait un flop, et Sega finit par se dire que bon, il serait peut-être temps d'arrêter de faire des consoles. 1 an plus tard, le boss final des consoles de jeux fait son apparition, le Saint Graal, la légendaire PlayStation 2, que personnellement j'ai pas eu, parce que hashtag Team GameCube mon gars. Mais j'avoue, la PS2 c'est quand même un petit peu la console ultime. 157 millions d'unités écoulées, c'est la plus vendue de l'histoire. Des jeux de malades comme GTA 3, Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus ou même Guitar Hero. Mais attention, 1 an plus tard, Nintendo répond à Sony avec leur plus belle création. Le 2e boss final, le 2e Saint Graal, la console qui a bercé mon adolescence avec Pokémon Colosseum, celle qui a vu mes premières nuits blanches sur Twilight Princess, mes premiers pétages de câbles pour débloquer Mr. Game & Watch dans Super Smash Bros Melee, mes après-midi entre potes en 150cc sur Mario Kart, mes slips mouillés de peur devant Resident Evil 4, je te parle de la légendaire GameCube.
Et c'est vrai qu'il y a aussi eu ce truc, la Panasonic Q, une espèce de GameCube chelou qui pouvait lire des DVD, mais on va pas s'attarder là-dessus, hein, parce que ça a quand même fait un joli flop. Alors ok, faut l'admettre, en 2001 il a fallu compter sur un nouvel acteur dans l'industrie, et pas des moindres, Microsoft qui lance en grande pompe sa Xbox. Et ben faut avouer que c'est une réussite. Certes, la console pèse 3 tonnes, elle est assez moche, mais Halo quoi. Halo. Non mais Halo, genre vraiment Halo le jeu, c'est un jeu de malade. N'importe qui a déjà pris le contrôle de Master Chief te le dira. En soi, juste ce jeu, c'était un argument suffisant pour se procurer une Xbox. Grâce à ces 3 consoles, la 6ème génération restera sans doute dans l'histoire comme la meilleure. Hein. Par contre, pour ce qui est des consoles portables, c'est une des plus mauvaises. Beaucoup de nouveaux constructeurs se lancent sur le marché, comme Nokia qui s'essaye avec la N-Gage, et fallait peut-être rester sur les téléphones pour le coup. Et ce truc là, la Zodiac, tu t'en souviens toi? Et ben moi non plus. Sur PC, la première moitié des années 2000, j'ai juste envie de te citer 4 jeux qui ont rien à voir entre eux. Les Sims, et le concept de simulation de vie, Call of Duty, une série qui déchire, enfin si on fait juste l'impasse sur ceci, et les 2 autres sont pour moi Half-Life 2 et le mythique World of Warcraft, qui vient se poser en mode tiens gamin, assieds-toi, je vais te montrer ce que c'est que le gaming sur internet. Pour te donner une idée du succès monumental du truc, selon un calcul du Wall Street Journal, l'humanité aurait passé plus de 52 milliards d'heures sur le jeu entre 2004 et 2011. Ça fait 6 millions d'années. Chez nos amis les développeurs, le seul gros mouvement à retenir reste la fusion entre Square et Enix, qui se sont pas embêtés pour leur nouveau nom, hein, Square Enix. Voilà, parfois faut juste aller au plus simple, hein, faut pas se compliquer la vie. D'ailleurs, Square Enix se fait un petit plaisir 6 ans plus tard en rachetant Eidos Interactive, dont on avait déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Là on arrive dans un passé si récent que je pense pas que je vais t'apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, petit jeu, je vais te balancer toutes les consoles de la 7ème et de la 8ème génération. C'est la 7ème et la 8ème génération. Bon, y en a marre de ce jingle à force là, ça suffit. À toi de voir combien tu arrives à en reconnaître. T'es prêt? C'est parti. Ouais, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai placé l'Oculus Rift, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Niveau réalité virtuelle, ça commence tout doucement, mais le futur risque d'être assez prometteur. Pour ce qui est des jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de nouvelles franchises comme ça qui émergent et qui se démarquent. J'ai surtout l'impression que les développeurs se concentrent à faire vivre des licences qui ont déjà fait leurs preuves. Après, bien sûr, il y a des exceptions, comme Portal par exemple, qui révolutionne le FPS pour en faire un jeu de réflexion, et dire que personne n'y avait jamais pensé. Enfin, je veux pas dire qu'il faut pas réfléchir d'habitude quand on fait un FPS, hein. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Sinon, dans un tout autre style, Wii Sports est bien entendu un incontournable de la décennie. Tout simplement le jeu le plus vendu de l'histoire. Même si, ok, il était vendu en pack avec chaque Wii, mais quand même. Avec la Wii débarquent aussi les Mi, ces avatars inventés par Shigeru Miyamoto, toujours lui, hein, qui ont en partie fait le succès de la console. Après, ok, question nouvelle franchise, on peut faire un détour par Ubisoft, avec Assassin's Creed ou plus récemment Watch Dogs. Et d'ailleurs, niveau personnage un petit peu badass, les assassins, je pense qu'ils méritent carrément leur place sur le mur. Quoi ? J'ai oublié de parler de Red Dead Redemption. J'avoue, surtout que le 2 est annoncé pour cette année et que je vais certainement mettre la chaîne YouTube en vacances pendant 2 mois. C'est une blague, je vais pas mettre la chaîne en vacances pendant 2 mois, hein. Voilà, je vais beaucoup y jouer par contre pendant 2 mois, ça je peux vous le dire. Sur PC, pour moi, les 3 jeux qui ont vraiment marqué ces 10 dernières années sont League of Legends, je veux dire le jeu qui a quand même réussi l'exploit d'être aussi populaire que World of Warcraft, et de donner un autre sens au mot LOL, mine de rien, c'est quand même cool. Sinon, il y a aussi Skyrim, et bien évidemment, le jeu préféré des youtubeurs gaming qui débutent, Minecraft. N'empêche, ce jeu a quand même réussi l'exploit d'être le plus rentable de tous les temps. Et tiens, ça me fait penser qu'il me reste une petite place sur le mur des grands noms du jeu vidéo. Marcus Persson, Notch pour les intimes, le créateur de Minecraft, je pense qu'il la mérite bien. Pour approcher de la fin de la vidéo, il fallait que je te parle de YouTube. T'imagines que pour la première fois de l'histoire, t'es même pas obligé d'être bon pour gagner ta vie en jouant aux jeux vidéo. C'est assez révolutionnaire quand même. Pareil pour Twitch, le truc est tellement populaire qu'ils se sont fait racheter par Amazon pour un petit milliard de dollars. Et puis de nos jours, les nouveaux rois de l'industrie du gaming, c'est plus vraiment les jeux consoles ou PC, non, c'est surtout les jeux mobiles. À eux seuls, ils pèsent aujourd'hui plus de 40 milliards de revenus annuels, c'est énorme. Le premier gros succès fut bien sûr Angry Birds, qui était le premier à dépasser la barre symbolique du milliard de téléchargements, et si balancer des oiseaux multicolores sur des petits cochons verts, c'est pas trop ton truc, hein, et je respecte totalement, y en a pour tous les goûts. Du jeu d'adresse à la Fruit Ninja, au jeu de stratégie à la Clash of Clans, en passant par le jeu de réflexion de puzzle.
LOL, à la Candy Crush. Et bien sûr, comment ne pas parler aussi du financement participatif. Pour ça, je te cite qu'un seul cas, Star Citizen. C'est une campagne de financement lancée en 2012, qui est toujours en cours aujourd'hui, et qui a déjà récolté plus de 175 millions de dollars en 6 ans. Et sinon, l'e-sport se porte très bien, merci pour lui. Preuve que le jeu vidéo est désormais un phénomène universel, ultra démocratisé, l'e-sport est même reconnu comme un sport olympique de niveau 2 depuis 2015, au même titre que les échecs, le polo ou encore la Formule 1. En France, l'équipe 21 a diffusé pour la première fois il y a 2 ans une compétition de football en ligne, l'eFootball League. Et la même année, l'État français accordait le statut professionnel aux gamers, en créant la Fédération française d'e-sport. Voilà les amis, c'est la fin de cette longue vidéo. Je peux vous dire que ça a été dur, ça a été beaucoup plus dur que l'histoire des rois de France, mais je pense que ça en valait le coup. Perso par exemple, je pensais être assez calé en jeux vidéo, et ben mon dieu, ce que j'ai appris des choses en faisant toutes ces recherches. Allez, et pour le kiff, je vous propose un petit tour de ce fameux mur en version finalisée. Bien sûr, si tu veux voir d'autres vidéos de ce format-là, fais-le moi savoir en, je sais pas, en défonçant le pouce bleu par exemple, en me le disant en commentaire, hein, tout simplement, ça sert aussi à ça, l'espace commentaire. Sachez que, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, moi je lis toujours l'intégralité de mes commentaires, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais souvent je mets un petit like aux commentaires qui m'ont vraiment plu, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bon, on va pas se mentir, il y a énormément de choses que j'ai pas pu dire dans cette vidéo. Encore une fois, elle serait beaucoup trop longue. Là, le but c'est de synthétiser un petit peu pour que les gens qui connaissaient pas forcément les jeux vidéo, ou même pas du tout, ils aient une petite idée de comment ça s'est déroulé toute cette histoire. Donc surtout, je reparle des commentaires, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire avec, je sais pas, les jeux dont j'ai pas parlé, les consoles dont j'ai pas parlé, voire même quelles sont pour vous les meilleures consoles, les meilleurs jeux. N'hésitez surtout pas à débattre de tout ça dans les commentaires, franchement j'adore voir ce genre de discussion entre vous. Même si on le sait, hein, y a pas vraiment de débat, la meilleure console de tous les temps, ça reste la GameCube. Salut Internet.